Comment tu illustres le fait que nous, peuple breton, on n'ait pas de place dans l'histoire en fait? Comment, par rapport à l'État, est-ce qu'il y a... Toi qui as été prof d'histoire en plus, enfin, tu vois, il y a tout... Oui, donc je vous donnerai la réponse dans quelques mois quand mon livre sur l'histoire du jacobinisme sera paru. Donc il est fini, mais bon, c'est les formalités avant l'édition. Mais donc on n'est pas singulier dans ce sens-là, ce sont tous les peuples de l'Hexagone qui ont subi cette négation. Et donc cette négation n'est pas sur le recul, hein, même si l'État central a perdu son efficacité, disons que ce que subissent les Occitans, les Alsaciens, etc., d'une façon différente, bien sûr, spécifique à chaque fois, est à peu près relève des mêmes processus. Récemment, il y a un livre paru chez Durand Banner, Quentin Durand, je crois, Quentin, oui, sur la Bretagne calomniée. Et c'est un inventaire, c'est-à-dire que ce sont les propos anti-bretons tenus par le pouvoir depuis qu'il existe, hein, depuis le moine Vidcar sous les Carolingiens jusqu'à maintenant. Et l'auteur, c'est une compilation qu'il a faite en les resituant dans leur époque, de tous les propos, et c'est absolument invraisemblable justement pour une population qui est aussi peu dérangeante que les Bretons globalement. Cette accumulation de termes très très péjoratifs. Moine Vidcar raconte, quand il rencontre le roi Morvan, que c'est des ignares, des débauchés, des violents, etc. Donc ça prouve qu'il y a une différence de culture, cette différence existe, elle est reconnue, puisqu'on nous affuble toujours de clichés récurrents sur notre différence, tout en lui interdisant de se manifester de façon officielle. Donc il y a une répression qui court dans le langage, hein, qui crée des ethnotypes à l'encontre des Bretons qui est absolument faramineux. Et donc, comparé même aux autres peuples, aux 7 ou 8 peuples de l'Hexagone, c'est beaucoup plus fort. Et ça, j'ai pas tout à fait compris encore pourquoi c'est aussi fort. Les Occitans sont moins... bon, il y a eu des critiques sur les gens du Midi, mais bon, c'est moins ciblé. Les Corses, on le cible un peu moins, mais avant une certaine époque, ils étaient quand même régulièrement ciblés également. Donc il y a ce déni de la société, du pouvoir politique d'abord, le pouvoir politique qui se construit au XVIIIe siècle, où il rencontre la plus forte opposition, c'est aux États de Bretagne. Et la Bretagne est encore une province réputée étrangère, donc c'était son titre officiel. Donc il y a une différence bretonne, mais comme le pouvoir français reconnaît de moins en moins la différence, le droit à la différence dont avait parlé Mitterrand, et donc finalement on ne progresse pas du tout. Les Bretons à ce moment-là donc, ont décidé d'essayer de montrer qu'ils étaient capables de faire quelque chose, et ça a été l'action du Célib. Et on a plutôt été, nous, dans l'UDB aussi, dans l'affirmation et la réalisation, montrer qu'on est capable de faire un parti qui se tienne, qui soit sérieux. Donc, d'où d'ailleurs une certaine rigueur au départ, qui nous paraîtrait tout à fait abusive aujourd'hui. Et donc, n'oubliez pas non plus que l'UDB, ça c'était Ronan Lepron qui le notait, c'est un parti au départ dans le petit groupe, ce sont des géographes. C'est-à-dire qu'on ne veut pas inventer une Bretagne mythique, on veut connaître la Bretagne réelle. Et tous ces géographes dont je vous parle ont été formés par Michel Fliponneau. Il y avait un cours d'1h30 à l'université de Rennes, imposé à tous les étudiants en histoire-géographie, et un cours donc bourré de chiffres. Moi j'adorais ça. Beaucoup n'aimaient pas, mais c'est là que j'ai acquis mes bases de connaissances de la Bretagne. Et donc Ronan Lepron estimait qu'il fallait que les Bretons connaissent les réalités économiques et sociales, et donc la géographie humaine et physique, avant de connaître l'histoire, parce que l'histoire peut faire rêver et peut faire se tromper aussi. Ceux qui ont confondu les guerres 40 et parfois pratiqué l'alliance avec les Allemands,
les nazis, et avec la guerre 14, où des Irlandais, pour leur combat à eux, se sont alliés aux Allemands, mais ce n'étaient pas du tout les mêmes Allemands. Donc connaître la géographie, c'est très important, connaître l'histoire aussi. Et donc on est aussi un parti d'historiens géographes au départ. Pas beaucoup, il a fallu gagner 15 ou 20 dans les 50 premiers ou 60 premiers. Et ça a donné une marque à l'UDB. Le peuple breton était célèbre à l'époque par ses études. Il n'y avait pas beaucoup de pages, mais on faisait des grands dossiers qui puissent servir aux enseignants dans leur classe, ou aux enseignants même universitaires, pour charpenter leurs cours et y mettre de la Bretagne. Donc, disons qu'on a tous été marqués dans les gens des origines par cet enseignement et cet état d'esprit aussi de Fliponneau, géographe, et qui lui a fait l'inventaire scientifiquement non critiquable sur la situation de la Bretagne. Donc ça a marqué la démarche de l'UDB qui a poursuivi sinon sur le plan politique ce que Fliponneau avait lancé sur un plan géographique et politique. Finalement, lui, il s'est rallié au Parti socialiste en espérant le faire devenir régionaliste. Et nous, on a choisi la position a priori irréalisable, c'est de fonder un parti. Et donc, tous ceux qui ont pratiquement Veillard, Le Proron, trois des 4 premiers membres, Henri Graal, 3, et Loïs Lebec, 4. Les 4 membres du bureau central la fondateur de l'UDB ont été formés à la réalité bretonne en géographie par Michel Fliponneau. Donc il y a une filiation là, qu'on ne peut pas nier, c'est cette volonté aussi d'être rigoureux, sérieux, partir des chiffres prouvés, qui enlèvent un peu sûrement de romantisme à l'action politique par rapport à des mouvements qui argumentent moins, disons. Et ça a pu nous priver à certains moments de certaines générations jeunes. Et en plus, comme on reprend les propos de notre prof Fliponneau, on est nous-mêmes un petit peu prof quand on fait ça. Et quand on est un petit peu trop prof, on est rejeté par l'auditoire. C'est pour ça que je me tais. Un parti breton dans un monde politique français. Là, la question, je vais démarrer par tu dis, mais à la limite, ça serait bien d'avoir une vision de vous trois. L'UDB, ça a été un parti d'alliance, quand même, malgré tout, qui a voulu être crédible et gouverner, pas être un parti d'opposition. Je dirais plutôt que de ne pas respecter, l'UDB veut changer en fait les règles du jeu. Et donc elle s'est construite justement sur cette idée qu'il faut changer les règles du jeu, du rapport centre-périphérie, notamment cette revendication d'autonomie est contradictoire avec le modèle sur lequel la France est construite, qui est un modèle centralisé et uniformisateur. Donc à ce moment-là, en proposant cette idée institutionnelle forte, en contradiction avec la 5e et tout le reste, l'UDB veut changer profondément les règles du jeu. Et ça, elle est effectivement, entre guillemets, victime des institutions françaises, et y compris des règles électorales françaises, qui sont basées sur la règle du plus fort, donc avec le scrutin fondateur de la Ve République, c'est le scrutin uninominal à 2 tours, qui implique finalement de réussir à obtenir la majorité pour avoir des élus. Depuis les années 70, il y a eu des élections à la proportionnelle qui ont émergé et qui ont été plus favorables à l'UDB. Donc tu parlais effectivement d'alliance dès les années 70 ou même dès les années 60, dès la première élection municipale à laquelle l'UDB a eu un élu en 65. Ça a été par le biais d'alliance. Donc l'UDB a toujours eu des... Comment ? Je dis de fait, vu les règles électorales, c'était pour avoir des élus, il fallait s'allier en fait. Tout à fait. Donc de fait, l'UDB s'est allié historiquement avec la gauche. Donc dans les années 70, l'UDB était partisan du programme commun et donc de l'alliance des différentes gauches, PCF, Radical, PS, autour d'un programme commun pour changer finalement ces 25 ans de pouvoir de droite, un peu plus de 20 ans de pouvoir de droite sous la Ve République. Progressivement, ces alliances ont évolué parce que les partis aussi évoluaient, parce que l'UDB évoluait. Donc à partir des années 80, l'UDB s'est tourné progressivement de plus en plus, tout d'abord vers le PSU, mais PSU qui est en train de disparaître lui-même, puis plus progressivement vers les écologistes. Et c'est cette alliance qui a été la plus structurante ces 30 dernières années, puisqu'elle a permis
Tout d'abord, notamment à les premières victoires aux élections municipales. Par exemple, à Lorient, il y a eu je crois, en 1989, il y a eu une première alliance entre les Verts, qui était encore un parti émergent à l'époque, et l'UDB, qui a permis quand même 4 élus de l'UDB, si ma mémoire est bonne. En tout cas, ça a été un modèle vraiment au niveau lorientais qui s'est répercuté progressivement au reste du parti. Donc qui s'est fait à tous les échelons, finalement, à l'échelon européen, donc notamment avec la création et l'investissement de l'UDB à l'Alliance Libre Européenne, qui a permis à l'UDB, via l'ALE, de fréquenter les Verts au Parlement européen. Donc Christian Guillon-Var était assistant parlementaire, donc dossier Méoni, effectivement, au début des années 90, qui a permis justement de créer des liens avec les Verts, parce qu'il y avait René Conan et Yves Cochet qui étaient aussi députés européens verts basés en Bretagne. Donc René Conan qui avait quand même des affinités assez fortes, idéologiquement parlant, que ce soit sur le féminisme ou sur l'écologie avec l'UDB. Donc René Conan de Lorient, qui malheureusement décédé en 1992, donc avant, bien trop tôt pour tout ce qu'elle aurait pu faire. Puis, effectivement, il y a cette élection fondamentale qui est l'élection régionale de 2004, qui permet à l'UDB d'intégrer l'institution régionale, de faire partie de la majorité qui permet le basculement de la Bretagne à gauche, et donc qui permet finalement l'UDB d'avoir un rôle actif dans les institutions. Mais donc, plus que de dire que l'UDB ne veut pas que les Bretons respectent les règles, l'UDB est plutôt un parti qui essaye de changer les règles de l'intérieur, en proposant des modalités radicales au sens français du terme, au sens où c'est vraiment en contradiction avec le fonctionnement français, mais à l'échelle européenne, les propositions de l'UDB ne sont pas en soi radicales, elles sont plutôt assez courantes chez tous nos voisins. Donc à ce niveau-là, l'UDB est plutôt raisonnable au sens européen du terme, et arrive par ce biais-là, et là tu en sais plus que moi, à faire avancer des idées, et y compris au moins le vocable d'autonomie qui a été réapproprié par le Conseil régional de Bretagne de manière massive, même si la définition que l'UDB fait de l'autonomie n'a pas forcément été récupérée par la majorité actuelle, mais ça c'est une autre histoire.